Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Et comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir des passionnés des livres, de la lecture. Et cet après-midi, nous disons bonsoir à Nelly Hérin. Enchantée, Ludovic. Nelly, sois la bienvenue sur le plateau de Zouk TV. Merci, chaleureusement. Alors, comme d'habitude, donc, nous allons voyager, nous allons explorer des histoires, une histoire en particulier qui va nous permettre, je pense, de tirer aussi des leçons, une réflexion sur notre façon d'agir, de penser et de nous représenter les choses. Donc, de quoi vas-tu nous parler, Nelly, cet après-midi? Eh bien, je vais parler de mon histoire. J'ai eu une particularité, on va dire ça comme ça, qui a défrayé la chronique en son temps. Et j'ai été emprisonnée en Iran. J'ai été emprisonnée 123 jours en Iran, 4 mois. Et donc, j'ai écrit ce livre. Alors, je ne suis pas a priori du monde de la presse, littérature. Je suis plutôt d'origine scientifique, rationnelle. 1 + 1, ça fait 2. C'est très carré, très binaire. Voilà, j'ai une activité dans le marketing, etc. Donc, vraiment loin de la littérature, je vais dire. Et en fait, cette expérience que je vais raconter un petit peu plus tard, a été vraiment pour moi, d'un point de vue personnel, le avant et après. Quelque chose qui m'est tombé dessus, je vais dire, je m'y attendais vraiment pas, absolument pas préparé, enfin vraiment même pas dans mon imaginaire, je dirais. Et ce livre-là, je l'ai écrit après. J'ai mis du temps à l'écrire, parce que on peut imaginer quand même que c'est une expérience très particulière. On aura l'occasion d'en reparler. Et je l'ai écrit en 2 fois ou en 3 fois. Enfin, il m'a fallu 2-3 ans pour écrire ce livre. Et en même temps, je pense que c'était un livre qui m'a permis entre guillemets, de guérir l'événement, de dépasser l'événement et de passer justement à autre chose. Donc c'est un petit peu ça que j'avais envie d'écrire dans ce livre, qui était qu'est-ce que j'ai traversé comme moment. Et certainement que le lecteur va, dans sa dimension, va s'y retrouver dans un autre contexte. Je ne lui souhaite pas d'être 123 jours en prison, mais je pense qu'il y a des analogies par rapport à la vie courante. Il y a des choses comme ça. Et c'est surtout, en fait, j'ai vraiment envie que ce livre soit un livre d'espoir, qui est de dire que même au plus bas, dans la situation la pire qu'on puisse imaginer, eh bien, je suis encore là, je suis là, pleine de projets, pleine de choses, et que je suis rien, je suis pas grand-chose, et je pense que ça peut en fait s'appliquer à tout le monde. Et je pense que, humblement, que chacun peut y trouver une petite phrase, un petit paragraphe pour lui remonter le moral et lui dire, bon, finalement, ouais, ok, c'est dur, mais il y a de la lumière au bout du tunnel. Alors, pour ceux qui nous rejoignent à l'instant, donc, nous sommes avec Nelly Hérin qui nous parle de son ouvrage « 123 jours de prison en Iran ». Et il y a aussi un sous-titre qui complète déjà les premiers propos de Nelly, « L'histoire d'une femme résiliente ». Donc, le récit commence en quelle année? En fait, cet événement m'est arrivé en 2018. 2018, octobre 2018. Et donc, 4 mois de prison. Donc, j'ai été en fait emprisonnée par erreur. Mais en attendant, il a fallu que je vive, entre guillemets, pas entre guillemets d'ailleurs, que je vive dans cette prison. Donc dans un pays que je ne connais pas, dans une culture que je ne connais pas, avec des gens que je ne connais pas, une langue, ils parlent perse ou arabe, ça ne s'invente pas. C'est pas comme l'espagnol ou l'italien où on peut piquer 2-3 mots puis se dire bon, il a dû me dire ça. Donc vraiment aucun signe extérieur de compréhension, si ce n'est un grand sourire. Et puis de se dire, je ne sais pas ce qui se passe, quoi. Et durant ta captivité, tu étais seule ou en groupe? Alors, en fait, j'ai eu 2 temps dans ma captivité. Donc, dans un premier temps, j'étais dans une cellule. En fait, j'ai même été dans une cellule toute seule. Parce que, en fait, quand ils m'ont arrêtée, ils m'ont pris pour une espionne américaine.
En fait, dans ma carrière professionnelle, j'ai beaucoup travaillé avec les États-Unis. Donc, quand je parle anglais, j'ai un accent américain. Et ils m'ont pris pour une espionne américaine, atteinte à la sécurité de l'État d'Iran. Donc, et en plus, j'étais en train, donc j'ai rencontré effectivement, mais je devais pas en fait, en plus, aller en Iran, quoi. Et vraiment, l'Iran, c'est pas un pays qui m'attire. Autant je suis très ouverte sur toutes les cultures du monde, mais la culture par là-bas, à part le Shah d'Iran dont j'ai entendu parler il y a quelques années, mais j'étais pas particulièrement attirée par cette culture, ce pays, etc. Donc, je me suis retrouvée à aller en Iran pour les affaires, pour y aller pour 48 heures, faire un aller-retour. Et j'ai fait 4 mois. Et donc, pour répondre à ta question, dans la première partie, j'étais même donc, toute seule en cellule parce qu'ils m'ont dit oui, que je suis une espionne, donc on va me faire réfléchir, que je n'ai qu'à coopérer, etc. Et entre guillemets, une chance pour moi, c'est que quand j'étais gamine, j'ai toujours aimé les films de James Bond. Donc, je les ai toujours regardés, lus. Donc, j'ai vu les techniques d'interrogation, etc. Enfin, c'est un truc qui me passionnait, qui m'amusait. Et là, j'ai vraiment vu les mêmes techniques. Donc, du coup, j'étais pas du tout déstabilisée. J'étais très calme. Et je veux dire, ma croyance, je crois en Dieu, mais à l'époque, j'étais pas aussi, aussi attachée à Dieu que maintenant. Et je me suis simplement dit, quand je me suis retrouvée emprisonnée, je me suis dit, Seigneur, tu sais ce que je fais. Tu sais pourquoi je suis là. Tu sais que je fais ça pour trouver du financement, justement, pour les projets africains, etc. Donc, tu sais que je ne fais rien de mal. Donc, la seule chose que je sais, c'est que le jour où j'aurai compris la leçon que tu veux que j'apprenne, je sais que je sortirai à ce moment-là. Et donc, j'étais emprisonnée, effectivement, donc en cellule seule. Et dans la technique, je me rappelle très bien que, en fait, l'espèce de... Alors, aucun, je veux dire, pas touché physiquement, on ne m'a pas touché. Mais il y a des pressions psychologiques. Et pressions psychologiques, on me dit, bon, tu vas rester une journée tout seul. Et je savais en moi-même que j'allais rester plusieurs jours toute seule. Donc, du coup, ça ne m'a pas du tout déstabilisée. Et juste avant, j'avais regardé des maisons à acheter au Maroc. Et donc, je me suis mise dans ma petite cellule, je me suis amusée à me dire ah bah tiens, là je vais dans la cuisine, je nage dans ma piscine, je vais dans ma chambre dormir. Et donc, je me suis amusée comme ça pour vraiment tourner la chose. Un deuxième élément aussi, quand je suis arrivée dans cette cellule, c'est que c'est un pays arabe. Il y a 5 fois la prière par jour, avec le muezzin qui parle. C'est dans une cellule comme on les voit dans les films, c'est-à-dire aucune fenêtre, juste un petit hublot en haut où le soleil ou la lune fait le tour, une lumière 24 heures sur 24. Donc il y a un moment, au début, j'ai voulu me mettre entre guillemets en colère contre ça. J'ai dit non, ok, j'accepte, c'est comme ça, d'accord. Quand le muezzin a commencé à chanter, j'ai dit ok, moi aussi, chaque fois je vais prier mon Dieu, comme ça. Et donc je priais mon Dieu. J'ai au moins pour une fois, j'aurais prié autant de fois qu'il faut. Donc c'est une façon de dire comment aussi quand on est dans une situation où on ne peut rien, comment l'accepter et comment la vivre bien. Et donc du coup je restais très calme. Et mes geôliers ne comprenaient pas. Ils me disaient mais attends, mais t'es un chef de gang, t'as été formé, t'as été entraîné. Je dis mais non, pas du tout. Ça peut-être ça leur donnait encore plus, renforçait la conviction que tu étais vraiment une espionne. Oui, parce que j'étais trop calme pour eux. Et en fait, moi, chaque fois que j'allais avoir une interview, c'est pas vraiment une interview, mais un interrogatoire. Donc il y a toutes les techniques par rapport à ça. Mais du coup, on vous met sur une chaise face au mur. Déjà, on vous prévient pas. D'accord, on te prévient pas. T'es en cellule, on dit hop, tu dois t'habiller. Moi qui avait toujours, j'ai toujours été contre le voile, etc., j'étais obligée de mettre le voile, le machin, le truc, Donc je me moquais de moi finalement en même temps. Je dis regarde-toi là, toi qui voulais pas mettre le voile là, regarde-toi. Et donc on vient vous chercher au dernier moment comme ça, sans prévenir. Faut s'habiller. Et puis on dit rien. Et on te met assis sur une chaise face au mur. Et on te dit rien. Et tu peux rester 3 heures comme ça. 3 heures. Et personne ne te dit rien. On ne te dit rien.
Donc, c'est un truc à devenir complètement... Donc, moi, je priais. Je connaissais pas grand-chose. Je connaissais notre Père, je mettais en boucle, je priais. Et du coup, j'étais très zen, très calme. Et du coup, quand j'allais aux interrogatoires, donc bien sûr, je ne parle pas perse, je ne parle pas arabe, ils avaient mis un traducteur anglais. Et je sentais dans son interrogation la façon dirigée de poser les questions. En me disant oui, pourquoi je suis venue en Iran rencontrer un chef de gang, etc. J'ai dit pardon. J'ai dit non, je ne suis pas venue rencontrer un chef de gang. Je suis venue pour une affaire. Maintenant, si par ailleurs cette personne, c'est ça, donc tu vois, déjouer toutes les questions orientées qui te conduisent vers certaines. Et donc du coup, les gars, ils disent mais c'est pas possible, quoi. Alors en plus après j'ai eu à un moment donné, enfin assez tôt d'ailleurs dès le début, j'ai eu des problèmes de santé au sens où j'étais très calme en apparence, mais en fait je pense qu'à l'intérieur ça bougeait pas mal. Hein. Ça bougeait quand même pas mal. Et j'ai fait 23 de tension. 23. Et donc quand je suis arrivée justement dans la prison, on est arrivé à minuit, j'ai été déférée en fait à Téhéran, parce que j'étais sur l'île de Kish. J'ai été déférée à Téhéran. Une des plus grandes prisons d'Iran. Je suis arrivée à minuit, voilà. Donc le médecin qu'on a réveillé parce qu'il fallait la visite médicale entre guillemets obligatoire. Donc, j'étais la seule femme pour changer, comme d'habitude. Et donc quand il est arrivé à moi et qu'il a pris la tension, 23. Et là il a dit stop, vous ne touchez plus à cette femme, vous ne touchez plus. Je devinais parce qu'en fait. Et mes enquêteurs, entre guillemets, me regardaient en disant « Oui, vous avez pris une drogue dans la dent percée ?» J'ai dit « Non, j'ai pas pris de drogue. » Donc il m'a donné un médicament, soi-disant. Un quart d'heure après, ça devait être bon. Il reprend un quart d'heure, 23. Il me fait allonger sur une table, 23. Il me donne une piqûre. Alors, moi, j'étais quand même un peu inquiète parce que qu'est-ce qu'il y a dans la piqûre là? Ça se trouve, je vais pas me réveiller. Piqûre 23. Le médecin devenait fou. Et en fait, pour moi, c'est la façon aussi quand on croit en Dieu. En tout cas, c'est comme ça que je le vis. C'est que tu sais que tu es juste dans ce que tu fais, quoi. Tu es vrai dans ce que tu fais. Donc Dieu est là aussi, quoi. Dieu est aussi dans la prison de Téhéran. Et je crois que cette hypertension m'a beaucoup... en fait, ça m'a servi parce que du coup, j'ai eu un traitement un petit peu de faveur. Ils ont dû faire attention. Bon, la seule chose, ils me donnaient des médicaments, mais moi, j'avais pas les boîtes, quoi. Donc, comme dans les films, hein. Tu sais, tu avales, et puis on regarde si tu as avalé toutes les pilules, parce que moi, je voulais les jeter. Mais non, on regarde si tu as avalé toutes les pilules. Et en plus des pilules de couleurs différentes, tu sais même pas ce qu'on te donne, quoi. Tu dis, ça se trouve, on est en train de m'empoisonner à feu, tu vois, à petit feu, quoi. Et donc, assez rapidement, quand j'ai analysé la situation, je me suis dit, je comprends pas. Pour moi, il y a une erreur. Et donc, la seule façon pour qu'ils puissent se tirer de cette situation, parce que dans les relations diplomatiques, ils ont demandé une rançon à la France, pour moi, qui a refusé de payer, très bien. Mais c'est ma famille qui devait payer la rançon, sauf que moi, j'ai aucun moyen de joindre ma famille. On m'a pris mon téléphone, on m'a pris mon portable. Donc, moi, je ne connais aucun numéro par cœur, même de ma famille. Le téléphone, il est contingenté par détenu. Je n'ai aucun moyen de prévenir personne. Et ma famille doit payer. Donc à un moment donné, je dis, mais attends, je vais rester là toute ma vie, quoi. J'étais soi-disant incarcérée pour 2 mois. Et je me dis, mais attends, mais je peux joindre personne, quoi. C'est quoi cette histoire? Donc, quand j'étais justement... Donc, tu vois, j'ai fait des digressions. Hein. Pas de souci. Donc, première partie cellule, j'étais seule. Finalement, ils m'ont repris, ils m'ont interrogé, ils m'ont dit, écoutez... voilà, coopérer, dénoncer votre réseau, etc. Donc après, ils m'ont mis dans une cellule avec deux autres détenus. Vous savez, les cellules, pour se faire une idée, c'est trois couvertures par terre. Et quand tu es allongé par terre, tu as juste un petit passage, et voilà la taille de la cellule, quoi. Et entre chaque détenu, un passage comme ça juste pour mettre tes pieds. Donc tu vois la taille de la cellule. D'accord. Question. Les 2 autres détenus, c'est des hommes ou des femmes? Non, alors... Ah non, attends, quand même. Nous sommes dans un pays arabe.
on ne mélange pas les genres. C'est vrai, Attention. Mais c'est bien, même dans l'incarcération, Oui, très attention. Oui. Et tes gardiens sont des gardiennes. On ne mélange pas les genres. N'empêche, heureusement, ça va quand même, je pense, protéger. Et donc, tu vois la taille de la cellule, quoi. Tu ne peux pas... tu es obligé de rester assis sur ta couverture par terre. Hein. C'est pas un matelas c'est pas un lit avec un matelas. Non, c'est une couverture pliée en deux par terre. Et voilà, donc tu es obligé de... À un moment donné, pour certains, il y avait une télévision, mais je ne comprends rien. Ni perse, ni arabe, je ne comprends rien. Donc je peux regarder les images, mais je ne comprends rien. Il n'y a pas de match de foot. J'ai pas vu ça. Heureusement. Je n'ai pas vu ça. Et tu sors, en fait, la cellule, tu sors juste pour aller aux toilettes. Il faut que tu sonnes pour aller aux toilettes. Tu as une douche un jour sur 3. Quand tu es habitué à prendre 2 ou 3 jours de douche par jour, t'imagines. Et quand tu vas à la douche, tu dois laver ton linge. Tu sors dans la cour qui est comme dans les films, quoi. Tu sais, ces grands murs où c'est en plus des grillages partout. La seule chose que tu vois, c'est un petit bout de ciel. Donc, je dis on va faire de la gymnastique, on va faire qu'est-ce que mon prof de sport me disait, voilà. Et donc, du coup, comment tu peux pas parler avec tes comparses puisqu'elles ne parlent pas français, elles ne parlent pas anglais. La chance que j'ai eue, c'est que dans la cellule où j'ai été la première fois, ils ont emprisonné une journaliste qui était... En fait, dans le sud de l'Iran, il y a des gens qui sont un peu noirs. Donc, effectivement, quand elle m'a vue là, elle m'a dit « Mais who are you ?» je raconte... Heureusement, elle parlait anglais, donc je raconte mon histoire. Elle me fait « Mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi cette histoire ?» Je dis « moi, j'étais là. On m'a dit « Viens, il y a une surprise. » Je suis rentrée. Et quand j'étais rentrée dans la pièce, il y a eu une volée de... Il y a 10 hommes, 15 hommes qui sont apparus dans la pièce et qui ont mis les menottes aux hommes. Et moi, j'ai eu une garde tout de suite qui est venue avec son tchador, qui est venue à côté de moi, etc. Et j'ai dit, voilà, je suis accusée de atteinte à la sécurité de l'État d'Iran. Elle m'a dit, mais c'est pas possible. Donc elle était emprisonnée pour 24 heures. Donc elle m'a dit, parce qu'elle avait eu certains mots sur le gouvernement, je ne dirais pas plus. Donc elle m'a dit, quand je sors, je vais m'occuper de ton cas. Et donc, effectivement, j'ai eu l'ambassade que 3 semaines, 1 mois après que je sois là. Et j'ai appris, quand l'ambassade est venue, qu'effectivement, quelqu'un était venu leur dire « Il y a une Française qui est emprisonnée dans la prison. » Donc, en fait, elle avait bien joué son rôle. Elle avait averti. Et en même temps, quand l'ambassade est venue, on dit... pareil, l'ambassade, je pense qu'elle avait été bien briefée en disant « Je suis chef de gang, quoi. » Donc ils me regardaient, ils n'étaient pas aimables, ils étaient pas... Voilà, ils sont venus parce que je suis française, mais ils viennent faire leur truc et puis ils n'ont pas que ça à faire, quoi. Et quand j'ai commencé à raconter mon histoire, ce qui est arrivé, ils me disent « Mais c'est quoi ça ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi ? Mais c'est pas possible !» Et donc, donc ils sont venus en octobre et ils m'ont dit tout de suite « Ok, on va revenir te voir pour effectivement voir comment faire les choses. » Mais chaque fois, bien sûr, il faut les autorisations de la prison. Donc, ils ont mis 1 mois pour avoir une nouvelle autorisation pour venir me voir. Alors, la première fois que tu les vois, il y avait déjà 1 mois, ils passent. Et la 2e fois, il y avait 1 mois de plus. Donc, ça fait 2 mois. Yes, I. Et 2 mois, surtout, moi, quand j'étais emprisonnée fin octobre, donc moi, j'avais fait dans mes calculs qu'à Noël, je serai chez moi, quoi, puisque moi j'ai rien fait, etc., etc. Et là, tu vois Noël qui arrive et tu vois que rien ne bouge, quoi. Et donc là, pour moi, c'était un moment catastrophique, quoi. Enfin, en tout cas, quand l'ambassade est venue, du coup, ils ont changé mes conditions d'incarcération et ils m'ont transférée dans le département des femmes politiques. Donc là, c'était plus des cellules, je vais dire, minuscules. C'était des espèces de grands réfectoires où il y avait des lits superposés. Les femmes, en fait, on était par ça. Il y avait une cuisine aussi, où les femmes pouvaient cuisiner. Et en prison, il faut que tu payes pour manger. Sauf que moi, j'ai pas d'argent. J'ai pas d'argent. Je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais eu un jour sans nourriture. Chaque fois, j'avais toujours une détenue qui m'invitait à manger, etc. Et même si de toute façon, j'avais plus rien, mais de toute façon, les cartes bancaires en France ne fonctionnent pas en Iran. Donc, je n'ai aucun moyen
aucun moyen de payer la nourriture. Je n'ai jamais manqué de rien. J'avais comme vêtement que ce que j'avais sur moi. Chaque détenu est venu m'apporter quelque chose qui fait que j'avais ma super garde-robe. Et c'est là que j'ai réappris. En fait, là, t'étais noyé dans les relations humaines, parce qu'en plus, tu peux pas parler, pas tellement discuter. Encore une fois, perse et arabe, ça s'invente pas, hein, ça s'imagine pas. La seule chose que tu peux voir, c'est ton regard avec l'amour et avec le sourire, c'est tout ce que tu peux donner, quoi. Et malgré ça, j'ai quand même réussi à communiquer avec elle. Il y en a qui ont appris l'anglais pour parler avec moi. Et bon, c'est pareil, tu sais, dans les prisons, il y a des clans. Moi, j'allais avec tout le monde. J'étais le fédérateur. Je faisais mon clown. Enfin, il y a juste un moment où j'ai eu, en fait, cette espèce de rage qui m'est ressortie. Si tu veux, c'est dans cette période-là où je me suis rapprochée de Dieu. Enfin, je posais des questions à Dieu. Enfin, dans le livre, voilà, je partage en direct mes états d'âme, quoi. Comment, voilà, c'est mes seigneurs, qu'est-ce qui se passe, quoi. Encore, j'aurais fait un truc mal, je dis, ok, t'es puni, mais qu'est-ce que j'ai fait, si c'était vouloir accompagner le développement des Africains et des Antillais, donc dis-moi ce que j'ai fait de mal, parce que je comprends pas, quoi. Et donc, j'ai vraiment appris, je vais même pas dire réapprendre, j'ai vraiment appris la relation humaine avec l'autre, la relation d'amour avec l'autre. Juste avec le regard, parler avec le discours. Alors, j'ai appris que l'amour, en fait, est un langage. Au sens où, sans parler, mais quand tu as vraiment une relation d'amour avec l'autre, on communique. Il y a une communication à un certain niveau. Je me rappelle, on avait des petits postes de télé avec des émissions, genre des cassettes, etc. Et j'étais en train de regarder ça et j'étais en train de me dire j'aimerais bien avoir un café. Et juste quand je termine ma pensée, tu sais, j'ai pas mis le point, hein, juste quand je termine, il y a une détenue avec qui j'étais très proche qui me fait « Nelly, je t'amène un café. » Là, tu te dis, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, j'ai pas parlé. Tu dis, ah ouais, d'accord, c'est... Et j'ai eu aussi ce moment où, quand j'ai senti vraiment que... Enfin, à un moment donné, j'ai senti que j'allais pas partir, quoi, j'allais rester là. Donc j'ai eu la période où je me suis préparée à mourir. J'ai fait mon acte de contrition, comme on dit. Hein. J'ai parlé à tous mes ancêtres, mes frères, mes sœurs, mes tantes. Pardon maman si j'ai pas fait la vaisselle. Pardon ma tante si je t'ai emprunté la voiture sans te le dire. Enfin voilà, j'ai fait tout mon mea culpa, quoi. Et du coup, j'étais vraiment du coup très très calme. J'étais prête à mourir à chaque instant. Quand j'étais dans la cellule, t'entends la clé, comme dans les films, tu sais, quand t'entends la clé dans la porte, tu dis, ça y est, c'est peut-être le dernier instant. Donc, ce que j'ai réappris, c'est le moment présent, quoi. C'est-à-dire, tu vis le moment là, parce que tu sais pas si le moment d'après t'appartient. Tu sais même pas si le moment d'après tu seras vivant. Donc ça, si tu veux, ça recentre la vie, quoi. Donc ce sont toutes ces réflexions sur mais qu'est-ce que la vie, qu'est-ce qui est important, ok, on se prend la tête parce qu'il faut aller payer les factures, payer les trucs, mais ok, c'est quoi la substantifique moelle, c'est quoi la vie? La vie par rapport à la mort, c'est quoi? Et du coup, de revenir d'apprécier juste d'être en vie. Juste le cadeau déjà numéro 1 qu'on a, on est en vie. Et on oublie ça dans notre monde matérialiste, etc. Oui, j'ai pas ma dernière BM, je vais pas faire mes courses à Carrefour. Non, revenons sur Terre, justement, restons sur Terre. La première chose, on est en vie. Et la vie, c'est juste un cadeau magnifique. On est là, on respire, on admire le plaisir de lire, on admire la feuille qui est effectivement avec son teint ocré. Juste ça déjà. Revenons à ça, quoi. Apprécions ça. On apprécie, tiens, je suis en train de passer un super moment avec Ludovic. Juste ça, je ne sais pas après ce qu'il y aura, mais juste cet instant présent et redonner cette force au présent. Parce que finalement, ben voilà, on oublie que
En fait, la vie qu'on est créateur et que la vie qu'on crée, on la crée à partir du présent où on est, c'est pas dans le futur. On est en train de nous faire une escalade, une course à demain, après-demain. Attends. Ok, le 15 octobre, là, ou 15 novembre, on revient là, on est le 25. Reviens au 25 octobre, là. À quelle heure? 15 heures. Déjà là, essaye d'être présent à ce moment-là. Après, on verra pour le reste. Bon, je dis ça en forme de boutade, mais Oui. tu vois, c'est un peu... ça m'a ramené à ça aussi, à ces éléments-là. Et ça m'a ramené à... Je crois que j'avais relu un peu, peut-être Oui. Peut-être juste ça. Ça m'a ramené à quelle est la leçon de vie. Et je me suis dit, le plus important dans la vie, c'est l'amour et l'espoir. L'amour, je peux lire? Oui, bien sûr. Se savoir aimer, de cet amour profond qui dépasse les plus hauts sommets du monde et qui se perd dans les abîmes noyés au fin fond de la terre, de ce froid de haute montagne qui transit le cœur, jusqu'à cette chaleur de fournaise que le plus virulent volcan conserve dans ses entrailles. De cette pureté de l'eau, avec cette fluidité dans un murmure apaisant, et cette transparence qui dévoile ses profondeurs, libérée de toute pollution qui entacherait sa face, de la force du torrent qui déverse ses eaux dans l'immensité d'un lac paisible, de cette intemporalité qui traverse ses âges et cette omniprésence qui rassure les cœurs. L'espoir, cette force intangible qui libère l'énergie extraordinaire qui meut le plus paresseux. Cette force qui ramène le sourire de l'âme et la paix du cœur. Cette certitude à la rencontre de Dieu et qui pourtant ne s'appuie que sur des on-dit. Du vent, diraient certains, du vrai répondraient les porteurs de foi. Cet espoir qui tire vers la vie et éloigne la mort. Cet espoir qui déclenche des velléités surprenantes, des sursauts de vie qui déstabilisent la mort puis l'anéantissent. Cet espoir, si essentiel à la vie. Ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est une expérience qui m'a ramené, tu vois, on va dire au basique, quoi. Au vrai, la relation à l'autre, la relation d'amour, tu l'aimes comme il est. Quand on parle d'amour inconditionnel, oui, tu l'aimes comme il est. Pas comme tu voudrais qu'il soit, tu l'aimes comme il est, simplement. Et du coup, ton rapport à l'autre est d'une tolérance, d'une paix, tu cherches pas à... Il est comme il est, l'autre est comme il est. Acceptons-nous comme nous sommes, sans jugement, sans critères, etc. Et du coup, tu reviens à des relations qui sont, tu vois, très basiques, quoi, très pures, très épurées, etc. Et effectivement, et le point d'après, pour moi, c'est l'espoir. C'est que vivre sans espoir, c'est la mort. Vivre sans l'espérance que quelque chose va arriver, c'est la mort. Et donc, et cet espoir, ça ne tient qu'à toi. Ça ne tient qu'à toi qui est... Tu peux être dans la pire des situations, tu peux être en prison au fin fond d'une cellule, et tu gardes quelque part espoir, tu sais pas pourquoi, mais tu sais qu'un jour, tu vas sortir de là. Un jour, tu vas sortir de là. Et justement, comment... Il y a... Alors, juste aussi un point aussi pour le lien par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Il y a un moment, je dis, attendez, je suis gentille, je suis sage, je fais pas de bêtises. Vous voulez m'accuser de tous les maux de la terre? Je vais vous montrer ce que c'est qu'une vieille négresse. Et si tu veux, j'ai eu ce truc qui est sorti de mes pieds, tu sais, comme si tu sortais de la terre, une espèce de truc qui monte. Et si tu veux, j'ai eu l'impression vraiment que j'avais mes ancêtres esclaves, tu sais, les esclaves marrons, là, qui nous disaient « Ah bon, tu... » Je dis « Mais je vais vous mettre un bazar dans la prison, vous n'allez même pas comprendre. Puisque vous voulez m'accuser, j'ai rien fait, donc maintenant vous allez m'accuser pour quelque chose. Donc je vais vous mettre... » En plus, je parle à tout le monde. Je vais vous mettre un bazar. Je vais faire que toutes les femmes se soulèvent, etc. Parce qu'on avait 2-3 gardes. J'ai fait 2-3. Je vais... Après, je me dis, bon, Nelly, tu vas te calmer. L'idée, c'est quand même de sortir de cette prison. Mais si tu veux, j'ai senti ce truc, tu sais, une espèce de force qui vient, qui monte, ce truc qui... Tu sens que tu vas tout casser, quoi. Je dis, bon, on se calme. On va sortir de ça, on va sortir de cette prison. Je ne sais pas comment, mais j'ai la foi. Je parle avec Dieu, je dis que Dieu va agir. Je ne sais pas comment, mais je vais sortir de cette prison. Je vais sortir de cette prison. Et il y a un matin comme ça, où plusieurs fois on m'avait fait sortir, enfin, approcher la porte de... C'est horrible, hein. On t'amène près de la porte de sortie, donc tu dis, c'est bon. Et on te ramène à l'intérieur. Parce que la prison, c'est une dizaine d'hectares, c'est immense.
Et donc, un matin, justement, on vient on me dit, Nelly, ça y est, t'es libérée. Je fais, on me l'a déjà fait, d'accord. Donc, on va se calmer. Je ne chauffe pas. Il me dit, oui, ça y est, t'es libérée. Je fais, d'accord, c'est ça, oui. Et on me dit, écoute, habille-toi, il faut que tu accompagnes la garde. Donc, de toute façon, t'as pas le choix, hein, donc faut t'habiller. C'est pas comme si est-ce que tu peux, c'est, vas-y. Donc voilà, une garde que j'avais jamais vue, qui est vraiment, en plus tu vois, me regarder, je suis noire, je suis machin, ça y est, tu vois, t'as le catalogue, tu vois le catalogue à côté, quoi. Et donc on est sortis de la ville, enfin de la prison, on a été dans des endroits où on n'avait jamais été avant. Donc, parce que tu sais, dès qu'on sortait pour les interrogatoires, c'était en dehors de la ville. Donc du coup, moi, j'essayais de repérer, quoi, essayer de un peu, je suis où, je suis quoi, enfin bon, sauf que tu peux rien repérer, mais bon. Et là, j'ai vu que c'était des endroits nouveaux où on allait, mais on fait attendre pareil, on fait attendre des heures sur une chaise. Donc de toute façon, comme je connais le truc maintenant, j'attends, quoi. Et finalement, on m'amène devant une personne que je crois être un juge, parce que c'est pas écrit dessus, il est un peu... Mais bon, comme son bureau est en hauteur, tu dis, ça doit être un grand chef, quoi, ça doit être un grand patron. Et puis, machin, et puis il me fait, Home. Je fais, quoi, Home? Il fait, où j'habite? Je fais, Paris, PSG? Je fais, oui. Paris, Mbappé? Je fais, yes, en faisant le football. Yes. Mbappé! Il a mis le tampon sur la feuille. J'ai fait, Mbappé, Kylian, il n'est pas au courant, mais grâce à lui, il a contribué à ma libération. Donc, comme quoi, le football, ça mène aussi à des choses... Tu parlais du football tout à l'heure, tu vois. Oui. Le football mène aussi à des négociations géopolitiques dans des pays qui sont en froid. Tu vois, le football peut aussi servir à ça. Et d'ailleurs, quand je suis rentrée, j'ai envoyé un message en disant... Vous ne savez pas, mais grâce à vous, certainement, vous ne savez pas que vous avez certainement facilité ma libération. Parce que voilà, j'aurais été tombée sur un autre joueur, peut-être que ça n'aurait pas passé, mais là, j'ai eu la chance, je suis tombée sur Mbappé. Donc, donc, justement, quand ça se passe, quand tu sors, c'est en quel mois? Février. Février 2019. Oui. D'accord. Février. Et puis, ils me disent... Bon, ok. Et puis il m'amène devant, pareil, une autre entité. Et comme alors j'ai passé très court, mais comme au niveau du téléphone, je ne pouvais plus téléphoner. Donc quand la deuxième fois l'ambassade est venue, ils m'ont fait apprendre le numéro de téléphone par cœur. Le numéro de téléphone par cœur du consul. Et en fait, pour pouvoir téléphoner, les autres détenus réduisaient leur temps de communication pour me laisser 2-3 minutes pour que je puisse appeler. Tu vois, la solidarité, ça va jusque-là, quoi. J'ai pu appeler quand vraiment j'étais au plus mal, à un moment donné, je sentais que elles se sont toutes arrangées, elles ont toutes réduit parce qu'on a des temps qui sont limités, elles ont réduit chacune leur temps pour me laisser, parce que moi, j'avais pas droit au temps. Elles m'ont laissé 2-3 minutes pour que moi, je puisse appeler l'ambassade et expliquer que ça va mal, quoi, ça va très très mal. Et donc du coup, je connaissais le numéro de téléphone par cœur du consul. Et donc, on m'amène dans un endroit, et puis il me fait OK. Enfin, je comprends qu'il me dit on peut me libérer, mais il faut que j'ai quelqu'un qui me connaisse en Iran pour attester que je suis. Mais je connais personne en Iran. C'est pas un endroit où j'habite. Et là, je me dis, je connais une seule personne. Je sais, c'est le consul qui est de France. Le gars, il me regarde genre, elle est mignonne, elle. Elle est mignonne. Il me tend le téléphone, il fait, allez, tiens, vas-y. Je connaissais le numéro, donc j'ai fait le numéro. Je fais bonjour, je ne sais pas où je suis, machin, etc. Il fait passer le téléphone. Il parle entre eux, machin. Il m'a dit, ne bougez pas, on arrive tout de suite. De toute façon, je ne pouvais pas bouger. De toute façon, j'allais pas trop bouger, hein, oui. Donc voilà, quoi, je ne vais pas bouger. Et effectivement, 15 minutes après, il y a l'ambassade qui est arrivée avec son équipe. Et tous, ils me regardaient en disant, mais attends, mais elle est sérieuse en plus, quoi. C'est vraiment l'ambassade de France qui a débarqué. Et donc, du coup, ils m'ont emmenée tout de suite. Je ne suis pas retournée à la prison, j'ai dormi à l'ambassade. Et c'est comme ça, effectivement, que quelques jours après, je suis rentrée à Paris, quoi. Donc, si tu veux, ce livre, c'est vraiment... au-delà de cette histoire que je raconte un peu de façon ludique, mais bon, tu peux imaginer que derrière, c'était pas toujours la joie. Justement, dans ce livre, je partage aussi les moments difficiles. Et notamment, il y a un moment...
j'avais écrit, j'espère que je vais trouver, j'avais écrit un passage par rapport justement à la Martinique. Et à l'époque, j'habitais en France. Pour moi, la Martinique, c'était très, 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 très loin, d'accord ? Et je voudrais juste... hop. Parce que quand j'ai écrit ça, je n'avais aucune idée que... aujourd'hui, je serais là. Aujourd'hui, je serais là. Et tant pis, hop, l'entre-deux, je sais plus où c'est. Voilà. C'était au 100e jour de la détention, ce que je notais les jours. Des moments de grande déprime. Et si c'était mon dernier jour, je dirais à tous ceux que je chéris, que je regrette de ne pas leur avoir dit plus fort et plus souvent que je les aime. Même si le doux soleil d'hiver du centre de détention des Vins ne remplace pas l'ardent soleil de la Martinique, même si mon cœur aspire à revoir au moins une dernière fois les plages idylliques de sable fin de mon île natale, ou du moins celle de mes parents, je suis née en France, j'aurais envie que mon rêve qui m'animait ces dernières années ne s'arrête pas en Iran, ici au centre de détention Evin. J'aurais envie de continuer à croire, à penser qu'ensemble, in solidum, j'y reviendrai, nous avons la capacité, les moyens, l'ingéniosité de nous mobiliser pour changer le cours de la vie. J'aurais envie de continuer à croire au plus profond de mon cœur et de mon âme que Dieu fait bien les choses et que ses voies restent impénétrables. J'aurais envie d'espérer que tout est bien qui finit bien. Même si par moments, cette flamme de vie vacille en moi, j'aurais envie de m'accrocher au fait qu'une simple étincelle peut redonner corps et vie à un rêve altruiste, un rêve d'équité et de justice pour les plus démunis, en Afrique, aux Antilles et ailleurs. J'ai envie de continuer à croire que Dieu guide mes pas et mes pensées, même si mon crime est a priori d'œuvrer pour un monde meilleur. Alors je dirais à mon petit-fils, tu l'as rêvé, tu peux le faire, au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Alors lève-toi, agis, bouge-toi, que ta conscience ne te rapproche jamais ce coin d'ombre que tu as fait semblant d'ignorer, que ta conscience brille au-delà de tout avec la sérénité de l'âme du rêve réalisé. Va en paix, avec ce sentiment d'accomplissement d'avoir tout tenté, quels que soient les écueils sur ton chemin de vie. Ne dit-on pas à la fois déplace les montagnes, tu as carte blanche, fais-le. Si tu veux, ça c'est en même temps la transition pour dire que avant que je sois emprisonnée, il y a, en fait depuis le décès de ma mère, on ne va pas rentrer là-dedans, mais ça fait un moment, j'ai vraiment quelque chose qui me poursuit, qui est agir pour les Antilles, agir pour l'Afrique qui m'a rattrapée aussi. J'ai passé les 10 dernières années très souvent en Afrique, je suis dans une vingtaine de pays. Alors que je suis la génération, tu sais, bimidum, quoi. Née en France, élevée en France, études en France, mariée en France, enfant en France, enfin tout. Moi, la Martinique, c'était... Et l'Afrique, alors encore plus. Et j'étais toujours dans ces postes de dirigeants. Et j'étais toujours la seule femme noire. Mais ils sont où les autres, quoi ? Ils sont où ? Donc j'ai assez vite eu à cœur de qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté ? Qu'est-ce que je peux faire pour que les femmes... C'est pas sexiste, hein, parce que les hommes aussi. Mais qu'est-ce que je peux faire pour que les femmes se lèvent, que la femme noire se lève, qu'elle prenne sa place, qu'elle tire, qu'elle avance, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, quoi. Et justement, quand je me suis retrouvée en Iran, c'était dans cette dynamique d'aider, enfin d'accompagner, de trouver des solutions pour les financements de projets, d'entrepreneuriat, etc. Et... c'est ce que je fais aujourd'hui, en fait, quand je suis revenue aux Antilles l'année dernière, au mois d'août, pour un décès de la famille. Je suis encore là, je me suis même installée. Et qui est de dire qu'en tout cas, moi, je le vois avec des yeux extérieurs, parce que j'ai été dans pas mal de pays, aux États-Unis, en Europe, etc. Et moi, je suis convaincue, intimement convaincue, qu'on a plein d'opportunités ici. La seule chose, c'est qu'il faut le regarder autrement. Il faut avoir un autre regard. Et en même temps, pour avoir été en Afrique, aujourd'hui, on a signé des accords, par exemple, avec l'Afrique, sur 10 000 hectares de foncier. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des solutions aujourd'hui pour, si on a des entrepreneurs martiniquais et martiniquaises, pour développer l'activité avec l'Afrique, voire faciliter des échanges. Et donc, c'est de dire que cette conviction, vraiment... on aurait pu croire que cette expérience en prison, on peut dire, écoute, Nelly, c'est bon... on va plier les bagages, on va rentrer à la maison, tu vas t'occuper de ta petite cuisine, toi qui cuisines pas, et puis c'est réglé. Et en fait, ça m'a encore plus motivée pour dire je suis désolée. Nous avons tous là, c'est pas juste Nelly, hein, nous avons tous la capacité de bouger si nous voulons bouger. Et qu'aujourd'hui,
pour bouger, il ne faut pas attendre que les choses tombent du ciel. On lève les manches, tu vois, elles sont déjà relevées. J'ai mis les baskets, ça on ne le voit pas sous la télé, et on y va. Et si tu veux, quelque part, ce livre, c'est un peu au-delà de tous ces moments difficiles que j'ai vécus, que j'ai traversés, que je raconte un petit peu. C'est quelque part pour moi vraiment j'ai envie vraiment de passer cette note d'espoir, quoi. Et qui est de dire, tu peux être dans la pire des situations. Déjà, tu as Dieu qui est avec toi. Je ne fais pas de débat religion, hein. Moi, je dis juste Dieu. Après, chacun met ce qu'il veut derrière comme étiquette. Mais Dieu est tout le temps avec toi. Tu l'appelles l'univers, tu l'appelles ce que tu veux. Mais Dieu est avec toi. Tu l'appelles. Moi, chaque fois que Dieu, je l'ai appelé, il était là. J'ai plein d'histoires à raconter sur ça, mais on n'aura pas le temps. Mais voilà, nous avons tous, individuellement et collectivement, les moyens de notre futur. Donc, tant qu'à faire, autant qu'on se fasse la belle part. On n'est pas là pour pleurer tous les jours, ah oui, il me reste 3,50 €. Ah non, il me faut 3,60 € pour acheter 1 litre de lait. Non, mais c'est bon, quoi. Donc, on peut me prendre pour une folle, mais je ne suis pas folle. Et il y a des réalités peut-être qu'un jour, on discutera plus en avant. Mais pour moi, ce livre, c'est vraiment... Tu peux être dans la pire des situations. Je veux dire, j'ai eu des situations où je me suis retrouvée sans manger ni quoi que ce soit. Je n'ai jamais manqué de nourriture. Je n'ai jamais dormi dans la rue. Parce que quelque part, chaque fois, il y a une personne qui arrive, quelqu'un qui arrive et qui te tend la main et qui le fait. Et je veux dire, ça pour moi, c'est la stigmatisation, on va dire ça comme ça, de la relation à Dieu. Quand tu as la foi, quand tu as cette foi et que tu ne te dépares pas de cette foi, Dieu te laisse pas tomber. Dieu te laisse pas tomber. Donc, je dirais même ici à la Martinique, on peut vivre des situations les plus compliquées et je vois des choses. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas... Il y a une situation qui est d'attendre l'assistanat, puis d'attendre que quelque chose va se passer. Et il y a la situation qui est de dire « Ok, c'est comme ça. Ok, moi maintenant je me lève, d'accord. Et moi j'y vais, et puis j'avance. » Et nous, on est prêts à accompagner ceux qui veulent bouger, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment ce livre de « Tu peux te prendre en main, quelle que soit la situation grave que tu vis, comme 123 jours de prison en Iran. » Je ne te le conseille pas, bien sûr. Il y a peut-être d'autres thérapies. Hein. Mais voilà, j'ai vécu ça et je suis là. Et je suis là encore plus remontée, convaincue. On y va quand voilà, on doit repartir en Guinée. J'étais en Guinée au mois de juillet. On doit repartir au mois de novembre. On va emmener des entrepreneurs avec nous. On essaie de contacter plein de personnes pour les motiver pour venir avec nous. Et je veux dire, pour moi, c'est... voilà, être croyant. Pour moi, c'est pas juste réciter des prières et prier, etc. C'est aussi agir. La foi sans les œuvres est morte. Absolument. Donc, fais ta part. Et Dieu fait l'autre. Mais fais ta part. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de dire, quoi. C'est ce que je vis. Fais ta part. Parce que Dieu est là et voilà, j'aurais plein d'histoires à raconter sur ça, mais... En tout cas, Ludovic, voilà. Merci beaucoup. Je pensais pas parler toute seule, tu vois, comme on a dit au début, mais c'était très intéressant. Et vraiment, j'aime bien parce que sincèrement, quand j'ai su que je devais te recevoir, donc je me suis dit bon, comment aborder les choses, comment elle est. Et non, c'est ça, parce qu'on se connaît depuis quelques minutes. Oui. Et effectivement, le sous-titre dont je parlais de ton ouvrage, il est bien choisi, l'histoire d'une femme résiliente. Et la résilience, ben, ça se poursuit. Hein. Il n'y a pas de fin. La résilience, la vraie résilience en tout cas. Ah, tu vois. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce partage. Merci beaucoup pour cette note d'espoir, d'encouragement. Et à regarder, rechercher la solution quand on fait face à un obstacle ou un problème. Il y en a une, et il y en a une. Il y en a plusieurs. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, si comme Nelly, vous voulez venir sur le plateau de Zouk TV dans Plaisir de lire, vous pouvez le faire, c'est possible. Il suffit juste de composer le numéro qui s'affiche, à savoir le 06 96 19 41 13, et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.
Merci.